Bonjour à tous et bienvenue en direct des Jours Heureux dans ce troisième numéro de Déconfinons le débat. Après les tables rondes concernant la crise sanitaire et la crise géopolitique, ce débat sera cette fois-ci consacré à la crise économique et sociale qui touche notre pays. On le voit bien, la pandémie du coronavirus aura mis les principes néolibéraux à nu, car pour de nombreux spécialistes, la crise qui survient n'est pas de nature sanitaire mais plutôt économique. En effet, si le virus a pu se répandre si rapidement et malheureusement si funestement, c'est avant tout en suivant les lignes de fragilité du capitalisme mondialisé et libéralisé. Alors que faire? Que faire quand un gouvernement préfère parler à Bill Gates plutôt que de nationaliser Luxfer? Que faire quand nos têtes pensantes nous intiment déjà à la réduction des dépenses et à l'augmentation du temps de travail pour payer la facture coronavirus? Et comment faire pour construire un nouveau modèle qui nous permettra de ne plus se demander si les masques sont moins chers chez Lidl ou Carrefour? Voilà le débat qui nous attend et je remercie nos partenaires du Vent se lève, de l'Humanité, du Monde moderne et de la gauche républicaine et socialiste de l'avoir rendu possible. Et sans plus attendre, accueillons tout de suite nos invités que vous allez voir apparaître comme par magie chez vous sur la galerie. Tout d'abord, Isabelle Amaglio-Terris, déléguée nationale en charge du programme des radicaux de gauche. Bonjour Isabelle. Frédéric Bocara, économiste et membre du Conseil national du Parti communiste français. Bonjour. Luc Carvounas, membre du Bureau national du Parti socialiste et maire d'Alfortville. Bonjour Luc. Marie-Noëlle Lindemann, sénatrice de Paris pour la gauche républicaine et socialiste. Bonjour. Bonjour tout le monde. Soraya Mechtou, du collectif national de Génération. Bonjour Soraya. Bonjour. Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur national de la France Insoumise. Bonjour Adrien. Bonjour. Et enfin Éric Touzeau, conseiller régional des Pays de la Loire pour la gauche démocratique et sociale. Bonjour Éric. Mais avant toute chose, je me tourne vers David Kayla, qui est économiste et maître de conférences à l'Université d'Angers et qui nous fait l'honneur d'être le grand témoin de ce débat, histoire de poser les bases du débat économique et que nos téléspectateurs soient toutes et tous au même niveau. Et j'ai envie de vous demander, pour démarrer, David, quel est l'état économique du pays à l'heure actuelle? Eh bien, à l'heure actuelle, l'économie, on va dire, est bloquée. Une partie de l'activité ne se fait plus. Globalement, on estime qu'à peu près un tiers de l'activité ne peut plus se faire dans de bonnes conditions, plus se faire du tout, pardon. Et le reste de l'économie ne fonctionne pas toujours justement de très bonnes conditions. Moi, par exemple, à l'enseignement à l'université, on a quand même du mal à faire des cours qui soient des cours de qualité ou de faire passer des examens de qualité. Donc, on a d'une part une partie de l'activité qui n'existe plus, puis d'autre part une partie de l'activité qui existe de manière moins bonne qu'auparavant. D'accord. Et en termes de chiffres, est-ce qu'on a pu, on parle de baisse de presque 10% du PIB, on parle d'une dette qui est en train de s'envoler. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Alors oui, concrètement, c'est difficile de dire ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, parce que les conditions du déconfinement ne sont pas claires. On ne sait pas quel type d'activité on va pouvoir rétablir et si les gens auront envie de consommer ou de produire, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, on a du chômage qui augmente. On a la plus forte augmentation du chômage depuis la crise, plus forte même qu'au moment de la crise de 2008. Et ça, c'est avant même que les entreprises, certaines sans doute vont faire faillite, d'autres vont devoir licencier. Je croyais que justement là-dessus, je pensais que Macron avait promis qu'il n'y aurait aucune faillite. Est-ce que les mesures du gouvernement à l'heure actuelle sont suffisantes par rapport à cet objectif? En fait, le problème, c'est que les mesures du gouvernement partent du principe qu'on va mettre l'économie sous cloche. C'est-à-dire, on va tout arrêter pendant le temps de confinement et puis ensuite, on reprendra comme auparavant. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas pour plein de raisons. D'abord, la première, c'est qu'une partie de l'économie n'est pas sous cloche. De fait, elle continue de fonctionner à peu près. Il faut bien que les gens se nourrissent. Et puis, d'autre part, en fait, il y a un certain nombre de revenus qui continuent de se perpétuer. Par exemple, les loyers, les remboursements d'emprunts, un certain nombre de choses continuent d'exister. Et le problème, c'est que ça, il s'agit de revenus de rente. Et ces revenus de rente sont protégés, alors même que les revenus d'activité, parfois, ils disparaissent pour certaines entreprises. Et donc, on va se retrouver avec une situation où tout n'a pas été mis sous cloche, tout n'a pas été gelé. Les entreprises vont continuer de payer des loyers, et donc pour un bâtiment ou pour un local qu'elles ne vont plus du tout utiliser. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire que comment on résout ça? Eh bien, on résout ça par donner de l'aide. Alors, l'État est devenu l'assureur en dernier ressort de l'ensemble de l'économie, donc il paye les salaires à la place des entreprises, ce qui est normal pour maintenir les revenus des gens. Mais le problème, c'est que ces entreprises doivent aussi payer des propriétaires, doivent aussi rembourser des crédits qu'elles ont contractés, alors même qu'en face, il n'y a plus d'activité. Et donc, il y a un décalage qui se crée
entre d'une part le secteur protégé, on va dire, qui sont globalement les rentiers ou ceux qui continuent d'avoir des salaires ou des revenus parce qu'ils continuent d'avoir une activité normale, et puis les autres qui, eux, perdent l'essentiel de leurs revenus. Or, toute crise est un problème de déséquilibre. Et c'est ça qu'on constate, c'est qu'il y a des déséquilibres, il y a des gagnants et des perdants. Ou en tout cas, il y a des gens qui perdent peu et des gens qui perdent beaucoup. Et Frédéric Boccara, justement, là-dessus, est-ce que vous partagez ce diagnostic que l'État, en fait, protège davantage les rentiers avec ces mesures que ceux qui en auraient le plus besoin, finalement? Frédéric, je ne vous entends pas. Allô? Ah, essayez d'activer votre micro, Frédéric. Ah, c'est bon. Ah, on ne vous entend pas du tout, Frédéric. Ah, je suis désolé. C'est un premier problème technique pour cette conférence. On va peut-être du coup passer à Marie-Noëlle Lindemann. Marie-Noëlle, justement, même question du coup, est-ce que vous pensez que l'État cherche davantage à protéger les rentiers que les gens qui pâtissent le plus de cette crise finalement? Bon, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, ça dépend parce que quand on parle des charges fixes qui sont versées, il y a les assurances, il y a beaucoup d'autres choses que les loyers auxquels il faut distinguer les loyers des entreprises et les loyers des gens. Je prends un exemple, par exemple, dans les HLM, les loyers, s'il n'y a plus de loyers, il y a toute une série d'emplois qui sont liés à cela. Tout le monde n'est pas rentier dans le bâtiment. Les HLM ne sont pas de la rente. Alors, cela dit, pour moi, la question centrale aujourd'hui, elle est quand même de se poser la question de comment, on résiste à ce qu'ils vont nous annoncer, le décalage entre le discours et les actes. Je prends plusieurs exemples qui m'inquiètent terriblement. Résister contre le discours du patronat sur la réduction du temps de travail, résister sur le discours on va relocaliser alors qu'on va laisser faire des délocalisations qui ont lieu ici et maintenant tout de suite. Je pense que c'est d'abord il y a d'abord un travail de résistance à opérer, et j'ai très peur aussi du discours sur l'Allemagne, ils sont tous géniaux, et nous, la France, on est des nazes. Sans essayer de remettre en cause ce qu'a été le mécanisme qui a fait que la domination allemande ait pu s'instaurer en Europe et qu'ils en soient les grands bénéficiaires. La logique, elle est simple: quand il y a du libre-échange non régulé, intra-extra-communautaire, et quand on n'a pas de maîtrise monétaire, il est clair que le plus fort devient plus fort et les autres deviennent plus faibles. Et ça, il va falloir commencer à dire non, parce que pour sortir de la crise, ça va supposer qu'on travaille dans un cadre différent. Donc moi, pour l'heure, je ne sais pas si on aide plus la rente qu'autre chose. Il y aura certainement, je pense que de toute façon, s'attaquer à la rente foncière va être une urgence absolue pour nos sociétés. C'était déjà vrai avant la crise et c'est vrai après. Alors j'ai plusieurs idées là-dessus, sur la fiscalité ou sur d'autres choses. Justement, sur le fait que l'État, finalement, alors via l'Institut Montaigne et via aussi Bruno Le Maire, qui a déjà dit qu'il faudra faire des efforts. Alors, on ne sait pas s'il s'adresse à Bernard Arnault ou aux travailleurs. J'ai peut-être ma petite idée là-dessus, mais on voit que l'Institut Montaigne a déjà fait des propositions pour augmenter le temps de travail. On sait que le gouvernement a déjà fait passer la semaine de travail de 35 à 60 heures. Adrien Quatennens, vous avez réagi là-dessus dans un tweet, parce que peut-être que vous voulez nous dire un petit mot là-dessus. Oui, merci. D'abord, je considère qu'il ne faut pas se tromper de diagnostic sur ce que nous sommes en train de vivre. On peut être tenté de dire simplement on passe à un virus, point barre, et puis quand on en aura terminé avec ce virus, on redémarrera tout comme avant. D'abord, l'origine du virus, à bien des égards, elle met en cause un mode d'organisation. C'est effectivement un virus qui a des origines liées notamment à des concentrations, à la question écologique. Mais qui plus est, nous ne combattons pas simplement le virus, nous combattons les effets d'un virus sur un certain modèle d'organisation économique, politique, qui sur plusieurs sujets, on le vérifie toujours, nous a mis en situation de fragilité. Je cite 2 exemples pour appuyer le propos, mais ce n'est pas un hasard si on a perdu 69 000 lits d'hôpitaux en 15 ans. C'est parce qu'il y a eu des décisions politiques qui ont conduit à ça. Parce que la Commission européenne a, pendant des années, fait des injonctions à faire des économies pour ses États membres, dans notamment le secteur de la santé. De la même manière, pour citer un deuxième exemple, sur la question des masques, on sait très bien que si la situation était celle d'une pénurie, c'est parce qu'il y a eu des décisions politiques qui ont préféré s'en remettre au grand déménagement du monde, au fait qu'on puisse dépendre d'autres puissances. Or, on voit bien que dans cette affaire, et sur la question sanitaire, c'est bien la question de notre indépendance qui est posée. Donc moi, je souhaiterais que ce soit le pli qui est en train de prendre le gouvernement,
je souhaiterais qu'on puisse considérer, malgré le côté tout à fait tragique de ce qui nous arrive, que après la crise ne peut pas être comme avant. Emmanuel Macron, il y a quelques jours, disait oui, pendant 3 ans, ce que nous avons fait était formidable. Là, nous faisons face à une crise, mais dès que la crise sera terminée, on va tout recommencer comme avant, en tout cas sur les mêmes bases. Je crois que c'est une erreur diagnostique qui est totale. Exactement comme quand nous avions le discours de Nicolas Sarkozy il y a 12 ans à l'issue de la crise financière, il faut revoir ce discours dans lequel on nous annonçait la fin du capitalisme financiarisé. On voit qu'aucune leçon n'a été retenue. Non, je crois que cette crise est un révélateur. C'est la crise, l'échec d'un modèle, de ceux qui ont préféré le libre marché, le laisser-faire à l'État, à la planification, de ceux qui ont préféré la concurrence et la compétition en tout et pour tout à des cadres de coopération, et de ceux qui préfèrent encore, à l'heure où l'on se parle, le libre-échange à la relocalisation de l'activité. Alors, que par exemple, ils aient signé l'accord de libre-échange avec le Mexique dans cette période. C'est bien tout ce qui est en question, en effet. Et justement, Adrien, vous soulevez un point intéressant. On parle encore aujourd'hui, il y a une tribune qui est parue avec sans principe, un peu flou, qui parle de bienveillance, etc. Mais vous parlez de contraintes. Est-ce que c'est pas ça la solution finalement, c'est de contraindre les entreprises? Quand on voit par exemple que les aides de l'État ne sont pas soumises à des obligations, par exemple sur l'évasion fiscale, voilà, ce genre de choses. Est-ce que déjà là n'est pas le problème, c'est d'offrir de l'aide à tout le monde sans condition finalement. Frédéric Boccara, justement, je vous vois acquiescer. Oui, c'est ça, mon problème de micro étant réglé. Effectivement, d'abord, on avait une crise avant et en réalité, on a une pandémie qui, comme on a un système qui était extrêmement fragilisé, devient une crise sanitaire. Et je pense que dans le tableau, il y a 2 éléments qui manquaient. C'est l'énorme accumulation financière de capitaux partout, ce qu'on appelle une suraccumulation, qui a pour conséquence, bien entendu, le fait que on ne peut pas mettre d'argent dans les services publics, donc pas dans les hôpitaux. On ne va pas développer l'emploi, donc tout un ensemble de choses. Et le type de mondialisation, non pas la mondialisation en soi, mais la mondialisation de guerre économique, alors que la coopération est fondamentale et les partages productifs. Donc, c'est bien qu'on ait un débat à gauche. Il ne faut pas que ce soit un débat de sommet. L'essentiel pour que ça marche, c'est de changer de logique et de refonder la gauche pour une union populaire agissante. Donc, c'est que ce soit dans les mains des gens, les questions. Alors, résistance et construction en même temps. Parce que la réponse qu'on a, ce n'est pas moins d'État. Donc, la question, ce n'est pas plus d'État. Puisque l'État met des milliards, vous venez de le dire, mais sans contrôle, sans condition, avec des critères très flous. C'est exactement ce que vous avez dit, Romain. Donc, la grande question des critères, c'est une question politique, mondiale. Même aux États-Unis se pose la question. C'est une question démocratique. Il y a la question de la résistance. Il faut partout dans les territoires pour construire des comités de mobilisation sur l'utilisation de l'argent pour les services publics, pour la santé, pour le productif, mais il y a la question du but. De même, ça, c'est l'erreur qui consiste à mobiliser. Ils ont mis de l'argent pour le capital et pas pour les capacités humaines, l'émancipation. Mais ils ont mis de l'argent pour protéger les emplois, mais simplement du chômage. Or, ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir sécuriser les capacités humaines et les revenus, d'une part, ce que nous appelons une sécurité d'emploi ou de formation, mais comme un but pour pouvoir produire, et des services publics qui pilotent l'ensemble pour les biens communs. Donc, changer la relation aux banques, à l'État, pour une nouvelle cohérence entre des objectifs sociaux, des moyens financiers. C'est ça la grande question, et donc qui exige des pouvoirs politiques, non pas seulement une intervention de l'État, mais des institutions nouvelles avec les gens, les travailleurs, les habitants, un autre rôle sur les entreprises, une autre planification. Et puis, il y a la question du monde, il y a la question des multinationales. C'est une très grande question, on voit pour la pharmacie. C'est une politique presque aussi importante que la question de la paix. Et on parle beaucoup de relocalisation, je pense qu'il y a plutôt la question de la maîtrise de l'implantation de délocalisation, parce qu'on ne peut pas relocaliser, ça va être hyper concurrence. Quelle maîtrise, quel pouvoir? Donc, à nouveau, comment on investit, où? Donc, il faut des localisations réparties partout, mais avec une maîtrise des investissements, où on les fait, pour produire quoi, quelle recherche, comment. Donc, ça renvoie au service public, au pouvoir des gens, mais aussi une gouvernance mondiale. Il faut coopérer. On voit tout dans la reprise, les premiers qui vont repartir vont dire « je rafle tout ». Donc, en Europe, il faut se coordonner aussi. Et puis, il y a de l'argent à mettre en commun. La Banque centrale européenne met aucune condition
alors qu'on pourrait mettre l'argent tout de suite dans les services publics, dans la santé, l'éducation. Et enfin, il y a des questions des règles commerciales, de maîtrise, de partage des brevets qui vont se poser tout de suite, parce qu'on ne va pas sortir en réalité. On ne va pas arrêter de rentrer et sortir. En réalité, on va déconfiner sans sortir de la crise sanitaire et on va rentrer dans une crise économique décuplée. C'est ça la question. Isabelle, et donc, il faut une politique qui permet de sortir les deux crises à la fois, résistance et construction. Tout à fait. Isabelle Amaglio-Terris, vous êtes responsable du programme des radicaux de gauche. Est-ce que vous approuvez justement le fait qu'on ne peut pas justement donner de l'argent sans contrainte et au-delà de ça, davantage flécher via l'État et via les services publics l'investissement de l'État justement dans cette période? Oui, tout à fait. Alors, on a à la fois la question, ce qui a été dit là, la question de la localisation de la production, la question de la citoyenneté et notamment de son corollaire qui est le fait d'acquitter des impôts. Et on a également l'intervenant qui a dit qu'on n'avait pas tiré les leçons de la crise de 2008. Effectivement, on les a pas tirées. Donc là, il est urgent de les tirer et c'est d'autant plus urgent qu'on, pour la première fois, on cumule une crise économique qui est à la fois une crise de l'offre et une crise de la demande et puis une crise sanitaire majeure. Donc, si on ne rebat pas les cartes et si on ne réfléchit pas très profondément à la manière dont nous fonctionnons, à la fois sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan démocratique, on ne va pas s'en sortir parce qu'on sait très bien que notre pauvre pangolin, qui est très emblématique d'ailleurs de tout cela, demain ce sera autre chose. Enfin, c'est la première crise de cette ampleur-là, mais si l'on ne fait rien, la prochaine, elle va être encore plus difficile socialement et sur le plan économique. Donc il faut absolument remettre des conditions aux aides, aux subventions, et pas seulement au niveau de l'État. Là, on a parlé de l'État, on a parlé de l'Union européenne, mais au niveau des collectivités aussi. Il va peut-être falloir desserrer un petit peu la contrainte sur les services publics locaux, redéfinir ce que c'est qu'un service public, ce que sont nos biens nécessaires, revenir à 1789 et puis l'impôt, l'utilité sociale et les services publics, et redonner de la marge aux acteurs, aux élus locaux sur le terrain pour réinvestir la question, par exemple, de l'hôpital et de l'offre de soins. Justement, sur le modèle d'après, j'avais envie d'interroger de Soraya. À votre avis, quel modèle il faut mettre en place? Alors, c'est peut-être un peu vaste comme question, mais quel modèle il faut mettre en place pour justement prévenir des crises futures? Alors, effectivement, la question est vaste, donc je vais vraiment essayer de pas être trop longue. Quelques idées forces, en quelques idées fortes, mais d'abord peut-être juste pour réagir, effectivement, on va rentrer dans une crise économique assez rude, mais c'est aussi parce qu'on était avant ça dans une crise sociale, environnementale et démocratique influencée par le libéralisme autoritaire, qui sera bien un facteur aggravant de cette crise économique. Et pour rejoindre un peu ta question, Romain, en vrai, le déconfinement, alors déjà, il soulève des problématiques puisque est-ce qu'on parle du déconfinement ou du premier déconfinement d'une longue série qui vont arriver dans les mois, on ne sait même pas. Et donc, en fait, il faut que les gens sachent pourquoi ils se déconfinent et dans quel sens on va. Et notamment dans une période où, en fait, la population, elle est un peu en crise de perte de sens et d'utilité sociale parce que certains se sont rendus compte que leur boulot était peut-être pas si utile que ça. Nous, on s'est rendu compte que les boulots les plus utiles, c'était les moins payés, c'était ceux qu'on laissait le plus dans la précarité, qu'on avait un problème de rémunération, nécessité du travail, rémunération salariale. Et donc, pour reprendre l'activité, c'est bien sympa, mais il faut pouvoir se projeter. Il faut que les collectivités puissent se projeter, que les entreprises, qui ne sont pas nécessairement celles qui sont toujours les plus financiarisées, puissent se projeter. Et pour tous ces agents économiques-là, reprendre sans visibilité comme avant, ça n'a pas de sens si on manque de perception et de cadre. Donc, ça pose deux choses. Peut-être la dette, dont je suis sûre on parlera pendant le débat. Mais si on veut... C'est une bonne manière de l'introduire, en tout cas. Voilà. Mais par conséquent, si on se dit qu'on veut une autre économie, et ça rejoint un peu est-ce qu'il faut donner sans condition, moi j'alerte quand même aujourd'hui sur le fait qu'il y a tout un secteur de l'économie qui est vertueux, qui n'est pas un secteur de l'économie, qui est un mode économique alternatif, qui est vertueux, qui se revendique d'une utilité sociale et environnementale, qui a été très sollicité dans la période et à qui on demande de se plier aux règles capitalistes des subventions, qui est quand même l'économie sociale et solidaire.
ces structures-là, qu'elles soient… Alors, on a les structures qui sont en première ligne actuellement, puisque dans l'économie sociale et solidaire, on retrouve notamment le médico-social. Et puis, il y a des structures qui gèrent des publics difficiles, qui vont avoir des problèmes de reprise, à qui il faut qu'on donne un cap, qui soit financier, mais aussi un cap pour certains qui aillent plus loin. Je parle notamment des structures de l'insertion par l'activité économique, qui accompagnent quand même des gens qui vont se retrouver en rupture de parcours. Des ESAT qui gèrent des travailleurs handicapés qui vont se retrouver en rupture de parcours. Donc, qu'est-ce qu'on fait économiquement pour ces entreprises vertueuses et comment on arrête de donner aux entreprises qui font du green et du social washing et comment on réoriente ces fonds-là vers des structures. Moi, j'ai quelques idées là-dessus, j'ai quelques pistes, mais surtout, comment on fait en sorte que les personnes, les humains dont s'occupe cette économie-là, elles puissent fonctionner et remplir son rôle d'utilité sociale et environnementale. Et Éric Touzeau, à ce sujet, vous aviez, dans une note que vous avez fait paraître sur votre blog hier, quelques solutions justement à proposer pour flécher, on va dire, ces aides. Oui, auparavant, le titre de la table ronde, c'est crise économique et sociale. Et tout à fait. Puisque une crise économique, pour nous femmes et hommes de gauche, nous savons qu'immédiatement, c'est une crise sociale. Ça veut dire de la souffrance. Alors là, des morts, des malades, mais de nombreux salariés qui sont allés, parce qu'ils étaient en première ligne, la boule au ventre, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils n'étaient pas protégés. Ça veut dire des salariés qui ont peur aujourd'hui de reprendre parce qu'ils ne savent pas si les garanties sanitaires seront effectives dans leur entreprise, et puis qui ont un choix terrible à faire. Est-ce qu'on met nos enfants à l'école ou pas? Donc peur sur la santé, mais notre employeur nous dit il faut reprendre. Bon, voilà, c'est tout ça, une crise sociale, plus ceux qui ne peuvent plus payer leur loyer, qui ont du mal à payer les dettes de la maison. Hein. Voilà, c'est une crise sociale. Alors, la grande crise du XXe siècle, hein, celle de 29, alors je sais bien que comparaison n'est pas raison, c'était terminé par l'irrésistible ascension de l'extrême droite, hein, pour paraphraser Brecht. Bon, en tous les cas, je crois que nous avons une responsabilité, nous femmes et hommes de gauche, les formations de gauche. On a une responsabilité particulière. Ce qui vient d'être dit par les uns et par les autres sur les diagnostics, sur les premiers éléments de réponse, on le partage tous. Et donc, il est temps, parce que soit si on ne se rassemble pas, si on ne dit pas ces choses-là ensemble, les débats, c'est important. Il faut aussi qu'on mène des campagnes communes. Nous, on propose un comité de liaison, on s'en fiche. Il faut organiser la convergence sociale et écologique pour que le peuple de ce pays, les salariés de ce pays, eh bien, voient qu'il y a une voie à gauche. Sinon, c'est Macron qui va avoir les mains libres, et puis Le Pen qui va avoir un boulevard devant lui. Alors, bien évidemment, ça a été dit sur la question du diagnostic, la crise était préalable. Il y avait beaucoup d'éléments de crise. Il y avait un ralentissement de l'économie. En Allemagne, le PIB avait baissé moins 1% au dernier trimestre 2019. La productivité du travail, qui était de plus 5% par an pendant les 30 glorieuses, elle n'est plus que de 1%. Vous dites que le confinement, en fait, ce n'est pas le début de la crise. La crise a commencé bien avant. Le confinement est un révélateur de la crise, avec des formes particulières. Mais Adrien Quatennens a parlé tout à l'heure de la déforestation, de l'urbanisation, hein, qui fait qu'il y a des zoonoses, c'est-à-dire transmission de virus de l'homme, de l'animal sauvage à l'animal domestique, souvent, hein, parce qu'il y a quand même des élevages industriels, malheureusement, à l'être humain. Et puis, il y a aussi la libre circulation des capitaux qui est totale et qui a entraîné une circulation maximum des marchandises et des êtres humains. Tout cela n'est plus tenable. Tout cela n'est plus tenable. Donc, il faut changer de modèle. Changer de modèle, c'est possible parce qu'en fait, toute l'idéologie macronienne est en train de s'effondrer. Le bloc bourgeois qui a mis Macron au pouvoir était basé sur un récit qui est chacun est responsable de sa vie, chacun est responsable de sa santé, chacun est responsable de sa réussite scolaire. L'État ne peut pas tout. Il y a ceux qui réussissent, il y a ceux qui ne réussissent pas. Mais le manque de masques, le manque de place dans les hôpitaux, le manque de gel, le manque de blouses, le manque de protection, ce n'est pas la faute de chacun d'entre nous, c'est bien la conséquence de politique. Et donc, l'idée qu'aujourd'hui, il faut changer de politique et qu'il y ait à nouveau une revalorisation du fait politique et que le politique peut beaucoup, parce qu'on nous avait dit qu'il n'y a pas d'argent caché, il n'y a pas d'argent miracle. Il n'y a pas d'argent magique, oui. Pas d'argent magique, eh bien si, on voit qu'il y a possibilité de faire des investissements. Donc il faut réorienter les investissements, on y reviendra certainement, pour relocaliser les productions de médicaments, c'est quand même
incroyable que tous les médicaments soient faits en Inde, en Chine. Oui, il faut imposer aux entreprises pharmaceutiques des missions de service public, relocaliser cette production. Il y a, parce que c'est ça qui est quand même ahurissant, les économies locales ont perdu une grande partie de leur autonomie et sont totalement dépendantes de fournisseurs qui se trouvent à l'autre bout de la planète. Ce qui fait que quand le ralentissement de l'économie a commencé en Chine, ça s'est répercuté immédiatement chez nous. Tout ça est absurde, tout ça nécessite d'autres choix politiques. Et évidemment, on ne peut plus laisser à l'investissement privé le fait d'orienter notre société, c'est aux investissements publics d'orienter les choix collectifs que nous souhaitons pour des jours meilleurs. Justement, Luc Arvounas, vous avez dit que le gouvernement ne donnait pas de perspective réelle. Quelle perspective vous pouvez donner, vous, justement, par rapport à cette critique du gouvernement ? D'abord, s'il y a une telle défiance aujourd'hui dans la parole politique, c'est qu'on voit que la communication gouvernementale, dans un moment de crise sanitaire, je vais y revenir, est totalement en zigzag. Et d'un jour sur l'autre, on a des annonces totalement différentes, ce qui est d'autant plus compliqué. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai entendu dans l'audition de la personne en charge de l'organisation du déconfinement, M. Castex, ce matin, qu'il fallait maintenant avoir des masques pour les enfants de 6 ans jusqu'à adultes. Sauf qu'il y a une semaine, à l'Assemblée nationale, Adrien Quatennens et moi, on a bien entendu le Premier ministre qui nous expliquait qu'il n'était pas utile d'avoir des masques. Alors les collectivités territoriales qui suppléent depuis 7 semaines à toutes les carences de l'État, si elles attendaient finalement le message gouvernemental qui se contredit pour préparer le déconfinement, eh bien on ne serait pas bien. Mais je vais revenir simplement et rapidement à ce que je ressens. Parce qu'il y a quelques semaines, on était en campagne municipale. J'ai eu la chance d'être maire élu au soir du 15 mars. Et chacun dans nos campagnes, et encore quand les campagnes du second tour vont se dérouler dans quelques semaines, tout le monde parlait de la crise écologique. À cette crise écologique est venue se greffer désormais une crise sanitaire majeure et mondiale. Et cette crise sanitaire, on l'a bien compris, elle est corrélée avec la crise écologique. Mais ce qui nous attend malheureusement, quand on voit qu'entre février et mars, c'est 18% en moins de consommation des ménages, quand on regarde les résultats où on nous prédit 15% de chômeurs à la sortie de cette crise, c'est une crise sociale qui va venir s'ajouter à la crise écologique et à la crise sanitaire. Et quand j'entends parce qu'il y a des tentations, tout le monde nous parle du monde d'après, y compris Emmanuel Macron. Moi, j'ai envie de parler du monde de la réparation. Quand j'entends le MEDEF ou l'Institut Montaigne qui essaye, par un trou de souris, de commencer à nous expliquer qu'il va falloir… Par un trou de souris qui s'appelle BFM TV quand même. Hein. Voilà. Rogner sur les 35 heures, sur les RTT, sur les congés payés. Et puis quoi encore ? Entendre ça quand on a 11,7 millions de salariés qui sont au chômage partiel. On pourra peut-être en parler quand on sait que beaucoup d'entreprises ont mis au chômage partiel leurs salariés et détournent le code du droit du travail, les faisant travailler en fait en télétravail tout le temps. Et personne n'en parle, pas beaucoup. Donc à un moment, tous ces salariés qui font en sorte que le pays continue bon an, mal an à pouvoir fonctionner, il faudra que, effectivement, dans les débats qui sont les nôtres, dans les débats face à cette défiance du politique, si on ne veut pas laisser un boulevard au Rassemblement national, il faut que la gauche, elle offre des perspectives. Et moi, ce que je crois sincèrement, c'est qu'une des premières réponses que l'on pourra avoir, c'est au travers de ce que j'appelle, moi je qualifie la résilience territoriale. Dans nos territoires, nous qui sommes présents et qui suppléons aux carences de l'État, on l'a bien vu, mais on va aussi avoir besoin que l'État nous accompagne, parce que j'ai bien compris que l'État va rembourser pour moitié les dépenses des collectivités sur les masques, mais si on fait attention à ce qui est annoncé, uniquement à partir du 13 avril. Donc déjà, on a enlevé un mois de dépenses pour nos territoires. Et dans nos villes populaires, moi, je suis né dans cette ville qui est la mienne, Alfortville, c'est une ville populaire, ça fait 7 semaines que je vois non pas des dizaines, mais des centaines de familles en précarité qui attendent que ce soit sur la manière dont elles pourront se nourrir, l'accompagnement des collectivités avec les associations caritatives. Et là aussi, il y a un scandale dans le scandale. Parce que depuis que ce gouvernement a mis en place l'IFI, c'est toute une série de dons qui étaient faits aux associations caritatives qui ont disparu. Quand vous avez le Secours populaire qui vous dit « il me manque 10 millions dans les caisses », c'est bien une réalité. Et donc, tout le maillage dans nos territoires de gauche qui s'appuie sur à la fois l'économie sociale et solidaire, sur les associations, sur des services publics municipaux comme des centres de santé qui permettent de faire ce barrage face à une crise sanitaire telle qu'on la ressent, il faut aussi que l'État stratège
puisse accompagner les territoires. Or, ce n'est pas ce que je ressens, moi, aujourd'hui. Aujourd'hui, je ressens surtout que l'ARS est un peu à côté du sujet parce qu'elle n'apporte pas beaucoup de réponses. Je vois qu'on nous demande de mettre les élèves à l'école et je vois la pression au niveau des parents qui se disent que d'ici la fin du mois de mai, il n'y aura plus de la prise en charge du chômage partiel. Ça va poser des gros soucis et pour autant, la crise sanitaire est toujours là. Et justement, sans masque, sans rien. Excusez-moi, je vous coupe, Luc, mais pour parer à cette urgence sociale, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs partis qui ont fait des propositions. Je pense à la France Insoumise et aux mesures d'urgence. Peut-être qu'Adrien Quatennens veut nous en dire un petit mot. Qu'est-ce qu'on fait justement pour résoudre cette urgence? D'abord, il faut s'assurer que, en plus des conséquences du confinement qui leur est demandé comme un effort, les Français ne subissent pas de plein fouet cette crise. Par exemple, on aurait pu imaginer, même si 84% de la rémunération, c'est déjà pas mal, on pourrait le considérer, mais pourquoi ne pas imaginer aller jusqu'à 100%? C'est-à-dire de s'assurer qu'il n'y ait aucune perte de revenus. Ce n'est pas aux Françaises et aux Français de payer la facture de cette crise. Moi, j'observe que dans l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, par exemple, le gouvernement a fait certains choix très clairs, qui montrent d'ailleurs qu'il n'a pas l'intention de changer de paradigme. Quand d'un côté, on établit la liste des secteurs indispensables pour en augmenter le temps de travail, le porter à 60 heures, quand on prend la main sur des congés payés, on fait renoncer à des RTT, mais que dans le même temps, à chaque fois que certaines forces politiques proposent, comme nous l'avons fait par exemple à l'Assemblée nationale, de mettre à contribution celles et ceux qui ont le plus, par exemple par le rétablissement, fût-il temporaire, de l'ISF, qui nous permettrait de récupérer directement 3,2 milliards qu'on pourrait injecter ici maintenant dans la planification sanitaire, ça n'est pas fait. Quand Bruno Le Maire nous fait des discours pavés de bonnes intentions sur le fait de dire eh bien, les aides d'État vont être conditionnées au fait que les entreprises n'aient pas de lien avec les paradis fiscaux, mais que le soir même, l'amendement qui permettrait de donner corps à son propos est supprimé au Sénat, on voit bien que les choix sont faits, qui considèrent simplement que effectivement les salariés vont payer la crise. Moi, je pose quelques éléments, mais ce matin, on a beaucoup discuté dans l'actualité des propositions formidables de l'Institut Montaigne, qui nous propose d'augmenter le temps de travail, de renoncer à des vacances. Non, moi je crois précisément au contraire, y compris face au chômage dont on peut craindre la remontée après cette crise, il faut remettre à l'ordre du jour le fait de partager le travail, de travailler moins pour travailler tous et travailler mieux. Et surtout, ça a été dit par d'autres intervenants avant moi, redonner du sens au travail, c'est essentiel. Nous avons de grands défis face à nous. La question climatique, elle va rester centrale. Je parlais il y a quelque temps de la crise économique que nous avions vécue il y a 12 ans. C'était une crise de nature d'abord financière. Aujourd'hui, on l'aura compris, la crise que nous vivons est d'abord de nature sanitaire. Mais tout le monde ici sait bien que demain, nous aurons d'autres crises, d'autres natures sans doute qu'un virus, mais à affronter, qui vont nécessiter que nous soyons organisés pour cela. Il n'est pas question que les salariés de ce pays aient en plus des efforts qu'ils ont déjà consentis avec le confinement à payer la crise à l'issue. Au contraire, il faut partager le temps de travail, il y a plein de moyens de le faire. On pourrait imaginer, pourquoi pas, une 6e semaine de congés payés, rendre véritablement effectifs les 35 heures et pourquoi pas aller vers les 32, et la retraite à 60 ans véritablement. D'ailleurs, vous aurez noté qu'Emmanuel Macron n'a toujours pas renoncé à certaines réformes. La réforme des retraites, c'était commenté, on disait il va peut-être annoncer le retrait. La réforme de l'assurance chômage, c'est pareil. Il ne l'a toujours pas fait. On attend toujours les actes de la réinvention qu'il appelle de ses voeux. Justement, là-dessus, David, est-ce que, au-delà du fait que on appelle à peu près tous, je pense, autour de cette table ronde, ces solutions-là de nos voeux, est-ce que justement, ça serait pas finalement celles-là qui seraient, y compris économiquement, les plus efficaces finalement? Alors, bon, moi, il ne m'appartient pas vraiment dans cette table de parler des solutions, puisqu'on a un certain nombre de représentants de partis qui vont parler, mais j'aurais peut-être revenir un peu sur le diagnostic ou plus précisément sur les problèmes qui se posent aujourd'hui et qui vont se poser et auxquels il faudra de toute façon répondre. Tout à l'heure, je parlais des revenus de la rente et du revenu d'activité. En réalité, ce que je voulais dire, c'est pas que le gouvernement favorise la rente, c'est que la crise, elle ne touche pas de la même façon tous les acteurs dans l'économie. Elle crée donc des déséquilibres. Le problème, c'est que ces déséquilibres qui sont créés sont en fait des déséquilibres qui existaient auparavant et qui sont renforcés. Ce qui veut dire que l'économie qui va succéder à la crise sanitaire sera une économie dont les déséquilibres structurels auront été exacerbés. Alors, par exemple, si on prend la question européenne, on voit bien que les pays les plus touchés sont l'Italie, l'Espagne et même la France, sont des pays alors que les pays épargnés sont les pays d'Europe du Nord, comme l'Allemagne, et donc ça va renforcer le déséquilibre intra-européen. Quand on regarde quels sont ces secteurs qui sont, ou les Français qui sont les moins touchés? C'est souvent des Français qui sont salariés, qui peuvent bénéficier du chômage partiel.
ou qui ont une activité, qui travaillent dans un secteur d'activité qui a été peu touché. Mais ceux qui sont les plus touchés, c'est les salariés précaires, c'est-à-dire ceux dont les contrats sont arrivés à expiration et puis qui n'ont pas été rembauchés, ce qui explique d'ailleurs la hausse du chômage. De la même façon, il y a toute une catégorie de Français dont il faut aussi prendre conscience, qui explique aussi pourquoi est-ce que, on disait tout à l'heure, le Secours populaire et d'autres organisations caritatives sont aujourd'hui en première ligne. C'est toutes les personnes qui n'ont pas de statut, c'est-à-dire parfois qui travaillent au noir ou au gris, qui rendent des services et qui peuvent plus du tout avoir des activités économiques et qui ne sont pas remboursées, parce que le principe du chômage partiel ne s'applique qu'aux salariés qui sont déjà en entreprise et qui ne sont pas précaires. Et donc, on s'aperçoit que en fait, cette crise économique, eh bien, en fait, elle renforce les dynamiques actuelles et elle construit un problème de répartition des pouvoirs économiques ou de la richesse qui va exacerber la répartition ou la mauvaise répartition d'avant. Et alors, concrètement, qu'est-ce qu'on essaie de faire pour ça? On essaye, pour contrer ça, on essaye je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire un État assureur en dernier ressort qui essaye de compenser les manques, mais qui ne compense pas tous les manques, et c'est bien ça le problème, et qui le fait comment? En s'endettant. Et de la même façon qu'il demande aux banques de prêter davantage aux entreprises, et tout ça entraîne une accumulation de dettes qui va être, à mon avis, le vrai problème qu'il va falloir gérer à l'automne. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des entreprises qui ont dû emprunter pour faire face à leurs charges fixes, qui ont pu, on va dire, ne pas payer leur salaire ou en tout cas être en partie remboursés par l'État via le chômage partiel et qui vont devoir reprendre une activité dans des conditions où elles auront beaucoup emprunté pour faire face à ces 2 mois de confinement, mais aussi qui vont sans doute avoir du mal à retrouver une activité normale. Puisque moi, je ne vois pas beaucoup les Français se mettre soudainement à consommer au mois le 11 mai ou même au mois de juin. Et même en septembre, on sait que l'activité va être extrêmement difficile à reprendre comme avant et sans doute qu'elle ne reprendra pas comme avant des mois. En discutant avec une conseillère bancaire, dans les banques, on anticipe une récession qui risque de durer 3 à 4 ans. Alors voilà, bon, c'est difficile de pronostiquer, mais ce qui est sûr, c'est que des entreprises vont faire faillite. C'est que ces dettes ne vont pas être remboursées. Et le problème, c'est que gérer comme ça une crise financière de cette ampleur, ça va être extrêmement compliqué. C'est-à-dire, tout à l'heure, on disait, oui, la crise de 2008, c'était une crise financière qui a dégénéré en crise économique dans l'économie réelle. Et là, on a une crise de l'économie réelle qui va forcément, mécaniquement, j'ai envie de dire, dégénérer en crise financière et qui va entraîner, du coup, un vrai questionnement. Concrètement, il va falloir qu'on réfléchisse sur qui subit les pertes, en quelque sorte, de cette crise. Parce que finalement, c'est une crise… Généralement, la question, elle se pose assez simplement. Qui subit les pertes, le capital ou le travail, finalement? Oui, c'est ça. Sauf que le problème, c'est que les deux sont liés. C'est qu'on ne pourra pas répondre à ce qui s'est passé en 2008, c'est que les États ont assumé l'essentiel des pertes. Concrètement, les endettements publics, ils ont explosé. Alors, certains États ont dû sauver leur système bancaire, d'autres ont dû sauver leur économie. Les recettes fiscales se sont effondrées. Et sauf que là, le problème, c'est qu'on arrive à la limite de ce principe sur lequel on nationalise les pertes et on privatise les gains. On ne pourra pas, dans une crise qui va être d'une ampleur, à mon avis, plus importante que celle de 2008, on ne pourra pas répondre de la même façon qu'en 2008. Et donc, il va falloir enfin qu'on arrive au cœur du problème, c'est-à-dire qui on fait payer. Et l'idée qu'on va revenir sur les politiques d'austérité me paraît impossible matériellement. Parce que simplement, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui. J'entends bien la fondation, l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, voilà, c'est ça qui disent il faut qu'on travaille plus. Mais enfin, c'est absurde. Il ne va pas y avoir de demande. La demande va s'effondrer. On ne peut pas tous travailler davantage. C'est impossible. Ou alors, et ça veut dire réduire massivement l'emploi, ce qui va engendrer forcément une crise sociale bien plus importante. Justement, Soraya, je vous voyais lever la main au début de l'interview de David. Tout le monde lève la main, mais Soraya l'a fait en première, donc je vais lui passer la parole. Vous vouliez réagir? Ouais, moi je voulais notamment réagir sur 2 choses. C'est notamment les politiques de rigueur et la dette qui est pas soutenable, puisque c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, on va pas réussir à reprendre l'activité et à rétablir l'économie si on parle de rétablir l'économie pour rétablir l'économie. En vrai, l'économie, elle a besoin d'un cap. Et on se rend compte que ce cap-là, et ça va être le gros danger des mois qui vont venir, ce cap-là, ça doit pas être et ça ne peut pas être de payer pendant des siècles la crise actuelle avec encore plus d'austérité, encore plus d'inégalité. Donc cette dette-là, elle est pas soutenable, légitime ou pas, c'est un autre débat, mais cette dette-là, va falloir la traiter. On ne peut pas annuler la dette tout seul, à moins que
on fasse la révolution socialiste demain et j'espère bien. Hein, mais pourquoi pas et pourquoi pas, c'est parti. Non, mais par contre, il faut voir à qui on la doit, en fait, cette dette. Moi, je vais grossir un peu le trait, ça va, mais je suis sûre que David l'expliquera mieux dans le détail que moi. Mais finalement, quand on réfléchit, collectivité locale, État, sécurité sociale, donc utilise de l'argent. Cette dette, on émet des titres sur les marchés qui sont achetés par des acteurs institutionnels et financiers, donc fonds de pension, fonds souverains, etc., qui s'endettent eux-mêmes pour une bonne partie auprès de la Banque centrale européenne. Donc, qui est en fait l'émetteur initial de cette dette. Donc, finalement, à qui paye le citoyen, le contribuable, l'assuré, etc. Pourquoi on lui impose la rigueur? Pour rembourser qui? La Banque centrale européenne. Donc, c'est un circuit très simplifié, mais en grande masse, quand on essaye de l'expliquer à un enfant, c'est à peu près ça. Et donc, finalement, il s'agirait peut-être de décider, tous ensemble, mais je pense qu'on est tous d'accord, que la BCE annule cette dette, à condition que cette dette, elle soit bien sûr pas, que l'annulation de cette dette soit répercutée sur les emprunteurs publics. Est-ce que l'alternative au marché financier, c'est finalement d'emprunter directement à la BCE? Non, parce que ça en revient au même. C'est la même politique de rigueur qu'on va payer à la fin et qui cassera la relance. Marie-Noël, pardon. Marie-Noël, je vous voyais acquiescer justement au moment de l'annulation de la dette. C'est ce que vous souhaitez. Il faut activer le son, Marie-Noël. Hop là. Voilà. Super. Encore une fois. Je suis totalement d'accord avec la thèse de Mélenchon sur la dette éternelle, là. Enfin, je ne sais pas comment il l'appelle, longue durée. La dette perpétuelle. Perpétuelle, voilà. J'ai tendance à penser que de toute façon, on ne sortira pas de ces mécanismes de la BCE sans crise. Et je ne parle pas d'une crise, celle qu'on a, sans crise politique d'un rapport de force. Parce que si on laisse faire et qu'on essaie de faire de l'ajustement dans le cadre actuel, j'ai hélas un peu plus d'ancienneté que vous. À chaque fois qu'il y a une crise ou un dysfonctionnement, on nous dit on va changer, on va améliorer la BCE. À chaque fois, ça se termine avec la loi du fort qui finit par s'imposer. Et si la Cour de Karlsruhe a pris rapidement une décision sur cette affaire, c'est pas neutre, c'est bien pour donner les consignes. Alors, ça passe ou ça casse. Mais en tout cas, si on ne fait rien, la France, on va continuer à être sous perfusion et sous tension parce que le mécanisme nous est défavorable. Quand je dis la France, on est beaucoup d'autres, Italie et bien plein d'autres. Mais moi, comme je pense ça, et que je pense que le rapport de force ne viendra pas que de la capacité de nos élites à défendre l'intérêt national, parce que ça se saurait depuis le temps qu'ils ont abandonné. Manifestement, j'ai peu confiance en eux. Ce qui est clair, c'est qu'il faut se mettre dans une situation où la dynamique politique de ce qu'on entreprend dans le pays avec le soutien du peuple parce qu'il le demande, parce qu'il en a besoin, va créer un rapport de force dans ce cadre-là. Je prends plusieurs exemples, parce que ce qui me fait peur, c'est le monde d'après, tel qu'on le rêve, et puis on n'impose pas des décisions dans le monde d'aujourd'hui qui devraient impliquer la grande bifurcation, qu'à mon avis est incontournable pour reconquérir notre souveraineté, pour des nouveaux progrès humains, pour l'écologie et le monde du vivant, et pour la redistribution des richesses, avec notamment au cœur de cible capital-travail. Alors, qu'est-ce qu'on doit exiger tout de suite et qu'il faudrait faire? Et je pense qu'il faut donner corps à l'idée de planification que les Français, auxquels ils adhèrent de plus en plus nombreux. Il faut recréer vite une autre forme de planification que ce qu'on a vécu par le passé, avec ce qu'on appelle bottom-up, du bas vers le haut, avec beaucoup plus de démocratie. Il ne faut surtout pas faire confiance aux technos de Bercy pour penser notre avenir. Donc, en tout cas, urgemment mettre en place une nouvelle forme de Haut Commissariat général au plan et mobiliser les territoires, les Français, pour exprimer leur attente dans le cadre de ce plan. Avec un premier plan qui doit être voté pour les 2-3 ans qui viennent, remettre à niveau l'hôpital public et le service de santé en France. Vous appelez une sanctuarisation des services publics et via ce Haut Commissariat. Voilà, mais très concrètement, combien de milliards on met, combien on revalorise les salaires de ceux qui y travaillent, combien de postes on crée, quels sont les besoins réels. C'est pour ça qu'il faut que ça parte de la base. Il faut que dans chaque hôpital, tout le monde dise quels sont les besoins en matériel, en approvisionnement, machin. Enfin, il y a d'énormes trous qui se sont accumulés et il faut maintenant le chiffrer et dire on met ça sur les 2 ou 3 ans qui viennent pour répondre à ça. Alors, ça justement, Frédéric Bocara, pour suivre Marie-Noël. Je dis juste un deuxième point. À minima,
il y a au moins ce problème sur les EHPAD à faire aussi. Nationalisation de toutes les EHPAD privées, là, à but lucratif. C'est un scandale, ça fonctionne. Il y a la prévention des crises, c'est urgemment de faire un plan de 2 ou 3 ans sur comment on récupère notre souveraineté en termes de matériel sanitaire, mais c'est vrai aussi des crises technologiques et des crises lutte contre le changement climatique, parce que les inondations et autres, avec l'impact sur l'agriculture et autres, c'est énorme. Donc, il y a des sujets comme ceux-là qui sont fondamentaux. Mais je reparlerai tout à l'heure de la réindustrialisation et de l'emploi. Tout à fait. Justement, Frédéric Bocara, justement, dans cette perspective, qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, on parle de haut-commissariat au plan, de sanctuarisation du service public. Comment on fait déjà pour sanctuariser les services publics, finalement? D'abord, il faut quand même repartir de cette question de l'argent, parce que sanctuariser, ça veut dire isoler. Or, en réalité, les services publics, ils font partie de l'économie. Et donc, on a inondé de liquidités. Combien va au service public? Quasiment rien. Et d'ailleurs, je regrette grandement que, heureusement, la deuxième fois, la gauche a voté contre le plan économique et financier, mais sur le premier plan, il fallait voter contre aussi. Parce qu'il n'y avait pas de conditions. On a parlé de la dette. La dette, c'est moins la question de qui paye, de qu'est-ce qu'on en fait. Parce qu'on fait une dette aujourd'hui, Soraya en a parlé, mais si on la met hors marché, en réalité, le problème, c'est que la dette, on va la chercher sur les marchés financiers. Et la BCE joue comme un opérateur sur les marchés financiers. Si on la met hors marché dans le cadre de la BCE, on peut avoir le temps. On a le temps. Parce que ce n'est pas vrai qu'on peut complètement annuler la dette, parce que si au bout d'un moment, il y a une énorme quantité d'argent et très peu de richesse créée, ça fait une inflation et on a une difficulté. Et il faut se donner le temps d'utiliser. Ça fait une inflation, ça fait des sorties de capitaux, on a un rapport de force mondial qui est compliqué. Ou alors, il faut poser aussi tout de suite la question des droits de tirage spéciaux du monde et du dollar. Et il faut la poser. Mais ça ne suffit pas. Tout de suite, il faut effectivement que cette dette, il y aura des annulations, il y aura des restructurations évidemment, mais que cette dette, elle soit hors marché financier. On propose un fonds européen qui soit intercalé entre la Banque centrale européenne et les États, et c'est possible. Mais surtout, il faut que cette dette, elle développe les richesses. Et donc, qu'elle aille au service public et qu'elle aille à l'emploi, nouvelle industrialisation, et avec une capacité de saisine depuis le terrain par des comités sur le terrain. Actuellement, ils ont mis, par exemple, la BCE, 1000 milliards. 1000 milliards, on peut mettre toutes sortes de critères, mais finalement, même si on met des critères de besoins sanitaires, la France, ça pèse 16% du PIB. En France, il y aura 14, 15, 16%. En Italie, la même chose, même si on corrige un peu. Ça veut dire 160 milliards en France. Peut-être la moitié pour les services publics, la moitié pour une autre industrialisation, une autre façon de faire des entreprises. 80 milliards pour les services publics, c'est énorme. C'est 2 fois le budget de l'enseignement scolaire. Donc, on peut réfléchir autrement tout de suite. Donc, il y a une question. C'est pour ça qu'on revient à la politique. Il y a le débat à gauche. Il doit porter sur l'utilisation de l'argent et ses critères. Et ça veut dire un changement profond à gauche par rapport à 1982, puis la gauche plurielle, où on refusait de débattre des critères, mais on discutait uniquement des structures ou des secteurs. Où est-ce qu'on met? Non. Quels critères, quel suivi, quelle démocratie? Mais surtout, au-delà du débat à gauche, il y a la question des gens. Leur intervention immédiate, parce que cet argent, il va dans les territoires. Donc, comment on organise? À mon avis, c'est une question. Combien de milliards vont à l'hôpital? On a fait une pétition, je montre le mur de chez moi parce que j'ai mis la banderole devant chez moi. Des milliards pour l'hôpital, pas pour le capital. On a eu 110 000 signatures avec 3 bouts de ficelle. Mais il faut peut-être tout de suite organiser. Combien de milliards vont à l'enseignement? Et donc, il faut, je pense, c'est une grande question. La gauche, elle doit se préoccuper de l'action tout de suite, concrète. Où ça se fait? Comment? Dernière chose, on y reviendra, mais je pense qu'on n'a pas assez souligné que la crise change notre relation. Soraya l'a dit un peu, mais on y reviendra. La relation entre argent, emploi, production. Et c'est cette relation qu'il faut maîtriser autrement. Et donc, emploi, production et non-activité aussi. Éric Touzeau, cette relation, il faut la maîtriser autrement, et ça met en cause non seulement les entreprises, mais la relation entre État et entreprise. Et donc, il ne faut pas seulement dire État, employeur en dernier ressort ou des choses comme ça. On a besoin de débat à gauche. Mais comment l'État agit sur les entreprises? Et là, ça renvoie à la fois à planification, à pouvoir des travailleurs et à critères
dans les entreprises et un autre type de nationalisation. Éric Touzeau, quelles sont vos propositions à vous pour sortir, on va dire, les services publics des lois du marché finalement? Et il faut activer votre micro d'ailleurs. Hop là. N'hésitez pas. Éric va activer son micro. Voilà, c'est bon. Oui, il y a une réorientation globale qui est à faire avec une place plus importante à accorder aux services publics. Il ne s'agit pas simplement de défendre les services publics, mais il s'agit de construire le service public de demain. Alors, il y a des choses assez évidentes. La SNCF, je suis cheminot, doit redevenir un service public, par exemple, pour permettre un maillage de tout le territoire. Le ferroutage, c'est-à-dire le transport des marchandises sur le train, doit être développé. Donc, il y a des mesures là d'investissement qui doivent être faites sur les hôpitaux. Marie-Noël en parlait, mais il faut en finir avec l'hôpital entreprise. Il faut en finir avec la tarification à l'activité. On ne peut pas dire que l'hôpital public, qui doit accueillir tout le monde, doit fonctionner sur les mêmes critères que ceux du privé, que l'hôpital privé, qui, lui, prend ce qui est le plus lucratif. Mais d'autres besoins se sont exprimés, sont apparus au cours de cette crise. Prenons la question des écoles. On s'est bien aperçu qu'il faut un plan de recrutement pour qu'il y ait plus d'adultes dans les classes, dans les établissements scolaires. Autre chose, avec le suivi pédagogique à distance, la fracture numérique, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a ressenti. Il faut un plan, parce qu'il faut qu'Internet devienne un service essentiel, public. Il faut que l'État se réengage. Voilà. Et voilà un certain nombre de pistes par rapport au service public, mais plus immédiatement, parce que David qui est là le disait tout à l'heure, il va y avoir une récession économique, c'est malheureusement inévitable. Et donc, il va y avoir une bataille dans les entreprises. Et au moment où il va y avoir cette bataille sur les salaires, sur les conditions de travail, sur la durée du travail, il faut savoir qu'il y a eu un travail de sape de Macron. Il a continué avec les ordonnances, Adrien Quatennens l'a dit, mais il a baissé le pouvoir des représentants du personnel. Il n'y a plus de CHSCT. Pour recommencer à travailler dans des conditions correctes, des réunions entre représentants du personnel et employeurs sont indispensables. Le CHSCT était, par exemple, indispensable. Il va y avoir des batailles sur les salaires. Et c'est absolument un scandale que Emmanuel Macron réponde aux revendications des soignants. Depuis plus d'1 an, il mène des bagarres pour plus d'effectifs, pour une augmentation des salaires. Il leur dit « je vous donne une prime ». Bon, mais voilà. Il revendique 300 € d'augmentation. Qui peut croire que c'est trop? Donc voilà, ils ne font pas l'aumône, on est d'accord. Oui, mais je pense qu'ils vont être essentiels sur les licenciements. Je crois que nous devons réclamer ensemble une interdiction des licenciements pendant au moins une période de 6 mois suite à la pandémie. Ça paraît aussi important. Mais il faut des moyens pour l'inspection du travail. Et on a vu malheureusement que Muriel Pénicaud préfère mettre de côté un inspecteur du travail qui fait son travail, Anthony Smith, à Châlons. Justement, sur l'interdiction des licenciements, Isabelle Amalioteris, les radicaux de gauche se sont insurgés parce que le gouvernement effectivement a fait fi de cette proposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi c'est si important? Sur l'interdiction des licenciements, il y a 2 choses. Il y a les grands plans de licenciement et le soutien qu'aura apporté l'État qu'il faudra mettre en regard, parce qu'on ne peut pas d'un côté aider et de l'autre justement soutenir l'emploi, et puis de l'autre côté accepter les coupes sombres. Et puis on en a un peu parlé tout à l'heure, il y a toute la vitalité du tissu économique de proximité avec les TPE, où là, il n'y a pas d'interdiction de licenciement qui tienne, parce que les entreprises, on sait qu'il y en a un grand nombre qui vont tomber parce qu'elles n'allaient pas très bien. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que celles qui allaient bien dans les fondamentaux étaient bons, qui auront des problèmes de trésorerie, qui auront des problèmes d'ajustement, ne tombent pas, parce que l'essentiel de l'emploi en proximité, ça va être celui-ci. C'est pour ça que le sujet du licenciement, il faut le voir de différentes manières. Puisque j'ai la parole, je vais revenir sur 3 points qui ont été abordés assez largement. Le premier, ce sont les inégalités. Alors effectivement, les inégalités ne résultent pas de cette crise sanitaire, mais la crise les a mis en lumière de manière extraordinaire. Alors on a à la fois les inégalités sociales avec tous ceux qui sont plus couverts par rien, on l'a vu,
la zone grise, les indépendants, les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, qui se retrouvent sans rien. Donc, on a un certain nombre de nos concitoyens qui vont sortir fragilisés de cette crise, et beaucoup plus fragilisés parce que la solidarité qui est extraordinaire pendant cette période, on l'a pas encore souligné, mais c'est extraordinaire, eh bien, il y a certaines familles qui peuvent plus être solidaires parce qu'il y en a qui étaient proches de la précarité et qui sont tombés dans la précarité. Et c'est bien pour ça qu'il faut soutenir le tissu économique aussi, dont les TPE, j'insiste là-dessus, pour faire en sorte qu'on ait le moins possible des habitants qui tombent les uns après les autres dans cette précarité. Ce qui repose toute la question du lien territorial, du lien social, parce que tous les territoires ne sont pas égaux. Moi, j'habite dans une ville où il y a un grand quartier politique de la ville. Et alors, dans les quartiers politiques de la ville, il y a une population beaucoup plus jeune que sur le reste des quartiers. Donc, on pourrait se dire qu'elle est moins touchée par la pandémie. Évidemment, on a tous constaté que c'est l'inverse. Parce que se concentrent, malgré les plans de rénovation urbaine qui se succèdent, se concentrent les questions de précarité, justement, d'accès aux soins, d'enseignement, de socialisation. Donc, il est vraiment urgent de sortir le plus possible et qu'on ait de l'argent fléché le plus possible pour sortir toutes les situations de fragilité de cette ornière dans laquelle la crise actuelle va les plonger. Donc, on a toutes ces questions d'inégalité. Et puis derrière, on l'a dit, et le lien entre les deux, je le vois dans la notion, j'y reviens, la notion d'utilité sociale. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que les moyens de production? Comment est-ce qu'on relocalise les industries dont on aura cerné qu'elles correspondent à des biens de nécessité, à des biens stratégiques? Qu'est-ce que c'est qu'un bien stratégique aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qu'un service public? Un service public stratégique, c'est bien un service stratégique de demain. Comment est-ce qu'on les définit? Quels moyens on y alloue? Et quelle grappe en proximité je reparle de la solidarité parce qu'on a vu des écosystèmes dont on n'avait même pas l'idée qui se sont mis en place pour confectionner des masques, des protections, etc. Et donc ça, ce serait bien de les identifier, ce serait bien de les soutenir et ce serait bien d'en faire quelque chose collectivement, même si on ne peut pas compter sur juste le bénévolat, comme on n'a pas à compter sur la générosité et la charité des grands groupes et des salariés fiscaux qui devraient juste payer leurs impôts. Voilà, ça c'est le deuxième point et ça me conduit à la dette. On l'a vu tout à l'heure, on est sur la question des paradigmes européens. Et donc aujourd'hui, moi je pense qu'il est temps, avec cette crise-là, de questionner les règles, de questionner les 3%, les 60%. Les traités, finalement, remettre en cause les traités. La politique monétaire, elle doit être neutre? On n'en est pas si sûr, d'ailleurs, c'est inscrit nulle part dans le traité. Est-ce qu'il n'est pas le temps de l'orienter avec la BCE pour soutenir un vrai projet écologique? Parce que les 1000 milliards, qui sont d'ailleurs plus 600 milliards, c'est en principe sur le Green Deal pour avoir une vraie politique écologique. Et là, il faut arrêter de mettre des et puis de limiter l'impact qui irait pas bien, puis d'optimiser ce qui va bien, pour remettre l'écologie au centre de l'appareil productif et de flécher la commande publique, de flécher les investissements de manière extrêmement significative sur ces questions. Et ça, forcément, ça se passe aussi, et majoritairement peut-être, au niveau de l'Union européenne. Et on ne peut pas y couper, il faut absolument re-questionner ces règles-là. Merci Isabelle. Luc Carvounas, sur la relance écologique, justement, est-ce que ce n'est pas la meilleure solution, justement, à la fois responsable pour l'économie, avec un grand plan d'investissement, et responsable pour notre planète, de relancer, de faire un grand plan d'investissement, mais justement, si on reprend la première partie de notre débat, de ne pas le faire n'importe comment, c'est-à-dire avec des contraintes et des règles sérieuses et avec l'État qui joue, et donc la démocratie, un rôle important. La démocratie a un rôle important, et puis quel que soit le plan de relance que l'on voudra mettre en place, au travers de la croissance verte, qui devra être un vrai sujet de débat politique. Est-ce que croissance et vert, déjà, ça va ensemble? C'est ça la question. Si on renégocie pas les traités européens, on n'y arrivera pas. C'est toujours le même débat qui revient. Mais je voudrais aussi revenir sur cette question qui m'a vraiment touché sur comment on sanctuarise les services publics. On le voit bien sur la question des hôpitaux. D'ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé un grand plan hôpital 2022, mais il oublie dans son propos de parler de la médecine de ville qui correspond à 60% des actes médicaux. Donc, on est encore un peu bancal sur le sujet. Il faudra que
on porte le fer dans le débat politique. On a vu les carences de la Poste et des agences postales dans nos territoires ruraux comme urbains, et là aussi, ça doit nous questionner. Et comment on arrive à sanctuariser nos services publics en général, qu'ils soient dans nos territoires ou au niveau national? C'est la question politique de où est l'argent. Et où est l'argent? C'est la question du partage des richesses. Ça a été dit tout à l'heure avec le retour de l'ISF, c'est 3,5 milliards par an. Si on a une politique ambitieuse sur l'effacement de certaines niches fiscales totalement inefficaces, ça rapporte des milliards par an. Si on a l'ambition politique de faire une vraie lutte contre l'évasion fiscale qui coûte entre 60 à 80 milliards à minimum par an. Voilà. Tous ces sujets, y compris, je le vis dans ma circonscription, on parle de pouvoir avoir une souveraineté nationale sur la question du sanitaire. Moi, j'ai juste Sanofi, qui est un des plus grands groupes qui distribue le plus de dividendes avec Total chaque année à ses actionnaires, qui ramasse chaque année par l'État l'équivalent de 130 à 140 millions d'euros de CICE. Et Sanofi a décidé, dans ma circonscription, de délocaliser la recherche et développement. Toutes ces questions-là, elles ne sont plus acceptables. Et c'est ça le débat politique. Comment on partage les richesses? On voit bien depuis 3 ans les choix qui sont faits. Et aujourd'hui, comme de par hasard, et nos compatriotes ne comprennent quand même pas, parce que ça donne le sentiment qu'on a ouvert tous les robinets pour pallier à tout ce qui est en train de se passer face à la crise sociale et la crise économique. Sauf qu'à un moment, la dette, il va bien falloir la payer. Et la payer, c'est avoir du courage politique pour porter le fer au niveau européen. Et si, comme ça a été redit, je crois, par Marino, on ne demande pas le cantonnement de la dette, cette dette en fait perpétuelle, ou même j'ai lu dans une interview dans le JDD que le gouverneur de la Banque de France le réclame, si on n'arrive pas à isoler tout cet argent dans une autre forme de comptabilité, si on n'arrive pas au niveau politique d'avoir, et là on est dans le rapport de force, il faut que la France soit forte. Malheureusement, quand je regarde le dernier sondage, je vois que le gouvernement français est au regard de nos compatriotes, le gouvernement le moins enclin à recevoir sa confiance de la part de son pays pour la sortie de crise sociale, sanitaire et économique. Donc tout ça, les Européens le voient que finalement ce président est un président faible politiquement, mais il faudra qu'on ait ce courage parce que l'Europe, elle a été absente sur la crise des migrants, elle a été absente sur la solidarité de la crise sanitaire où la France n'a même pas aidé au passage certains malades en Italie alors qu'on était accueillis, et tant mieux, en Allemagne. Et aujourd'hui, elle serait absente, encore une fois, de la crise économique que tous nos compatriotes sur le plan européen et le plan national, on va dire. Mais il faut du courage politique pour ça. Et c'est là le sujet. Ouais, justement, sur la question de la dette, Adrien Quatennens, j'ai quand même entendu Luc Carvounas qui disait qu'il va falloir payer la dette, mais c'est pas forcément… Alors, j'ai aussi entendu la possibilité de la congeler, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va vraiment la payer, cette dette, finalement? D'abord, dire une chose, c'est que l'Union européenne, elle n'est pas seulement incapable de répondre à la crise, elle en est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, à bien des égards coupable. C'est l'Union européenne qui, pendant des décennies, a demandé des politiques d'austérité et d'économie, y compris dans le secteur de la santé. Donc, il faut dire ça aussi, c'est qu'on la retrouve au debout de la chaîne de responsabilité, l'Union européenne. Il faut clairement le dire. Sur la question de la dette, en réalité, s'il s'agit de payer les dettes, dont on savait déjà tous qu'elles étaient insoutenables avant même la crise du coronavirus, ça veut dire non seulement promettre aux générations à venir et pour plusieurs générations de n'avoir que pour seul sens, puisqu'on parlait du sens de l'activité, de n'avoir que pour seul but de se lever matin pour aller travailler pour rembourser la dette. Et surtout, ça nous empêchera de faire des investissements extrêmement importants, colossaux, que nous allons devoir faire pour faire face aux prochains défis. Vous voyez, par exemple, j'ai remarqué, là, le gouvernement parle de mettre 100 milliards sur la table, 100 milliards. Je me souviens que quand dans la campagne présidentielle, on le présentait avec Jean-Luc Mélenchon comme la somme que l'on voulait mettre sur la table pour relancer l'activité et faire la planification écologique, on nous riait au nez. Et là, bizarrement, les 100 milliards apparaissent. Donc on voit bien que cette crise est un révélateur et que surtout, elle permet de faire tomber un certain nombre de totems qui étaient a priori extrêmement bien vissés. Enfin, les règles budgétaires européennes, même si c'est temporaire, ont disparu en un claquement de doigts, alors que la veille au soir, il fallait surtout pas en parler et il fallait pas en discuter. Donc il faut dire effectivement que ces dettes ne sont pas soutenables et que sauf à promettre simplement des lendemains qui déchantent avec le seul but de les payer, eh bien, nous ne serons pas prêts à faire les grands investissements que nous devrons faire. Donc oui, une des solutions rationnelles, Marie-Noëlle Lienemann y faisait référence, celle qu'a suggéré Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas seul, ça a été dit, à l'avoir répété, c'est la question de la dette perpétuelle, c'est-à-dire ne pas exiger le remboursement des États et faire en sorte que les économies repartant, l'inflation ayant lieu, eh bien, petit à petit, cette dette s'érode. Mais la mettre de côté pour nous permettre de relever tous les défis que nous avons à relever. Et nous ne les relèverons pas
avec pour seule perspective de payer cette dette. Raison pour laquelle, quand on entend Bruno Le Maire nous dire « nous avons fait un choix temporaire entre la faillite de nos entreprises ou l'endettement, mais après, il faudra payer la dette », effectivement, on peut s'en inquiéter. Vous savez que le plan de plus de 500 milliards, 540 milliards, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il contient, mais les 540 milliards mis sur la table par l'Union européenne, ce sont des sommes qui sont conditionnées à de futures politiques d'austérité. En dehors des dépenses de santé, toutes les autres dépenses, celles qui ont trait à l'économie, au social, sont conditionnées à de futures politiques d'austérité. Donc avec eux, c'est pas compliqué. Le monde d'après, c'est le monde d'avant. Raison pour laquelle, oui, le monde d'après, il ne faut pas attendre pour le construire. C'est maintenant que le rapport de force doit se jouer, parce que la situation est telle qu'elle fournit, et c'est peut-être malheureux de parler comme ça, mais une occasion de le faire maintenant. Voilà. Ok, du coup, là, on va aller vers la conclusion de chacun pour justement ramasser le débat. On a vu que on était plus ou moins tous d'accord sur le fait qu'il fallait davantage de contraintes, investir vers un nouveau modèle plus écologique, et puis aussi effacer d'une manière ou d'une autre cette dette pour qu'elle ne retombe pas finalement sur les plus faibles de ce pays qui ne devraient pas avoir à la payer. J'allais laisser la parole à notre grand témoin, David Kaela, pour un mot de conclusion. David. Oui, merci. Alors, c'est vrai que cette histoire de dette perpétuelle est quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'État français emprunte quasiment à 0%. Et donc, si le souci, c'est que ce taux d'intérêt de 0%, il n'est pas dit qu'il puisse se prolonger comme ça indéfiniment. Et en fait, le coût de la dette aujourd'hui, ce n'est pas du tout le montant de la dette, c'est le taux d'intérêt. Si on emprunte à 0% des milliards, eh bien, en fait, ça ne coûtera absolument rien à l'État. Donc, l'idée de geler une partie de la dette et à 0%, donc ou quasiment à 0%, et de ne pas avoir à l'échéance des obligations, à l'échéance de la dette, devoir rembourser cette dette, mais continuer de payer un taux d'intérêt faible, tout ça me paraît être une excellente idée. Donc, je soutiens, moi, en tant qu'économiste, cette mesure. Je voulais aussi intervenir sur la question des services publics, parce que ça me semble être une question extrêmement importante. On va essayer d'être quand même assez rapide. On essaye de faire 2 minutes chacun. Je vais faire 2 minutes. On a parlé il y a 2 questions qui se posent sur les services publics, la question du financement, donc de l'argent, et la question de comment on les organise. L'idée de financer les services publics par la Banque centrale européenne, moi, je n'y suis pas tellement favorable pour 2 raisons. D'abord, parce que la Banque centrale européenne, c'est une administration indépendante et ce n'est pas une administration démocratique, ce n'est pas un fournisseur d'argent. Et ensuite, parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle prête de l'argent, elle ne donne pas de l'argent. De toute façon, un service public doit être financé par des gens qui travaillent dans le service public et donc quelque part par l'impôt. Donc, le non-marchand, en quelque sorte, se fait souvent au détriment du marchand. Et je pense qu'il est absolument indispensable qu'on ait une activité non marchande, mais il ne faut pas croire qu'on la financera par la Banque centrale européenne. La deuxième chose, c'est la qualité des services publics. Je pense que là, il faut en parler. L'idée d'Éric Touzeau de dire oui, on a transformé les services publics en entreprises est tout à fait juste. La tarification à l'activité dans les hôpitaux, c'est exactement ça. On demande aux hôpitaux d'acheter, de vendre des services de soins. Et donc qui sont remboursés par l'État, c'est ça la tarification à l'activité. Et dans l'éducation nationale aussi, on a une tendance à l'analyse en termes de concurrence, à l'organisation sous forme de concurrence dans les écoles et les hôpitaux et les universités, qui se fait au détriment du service rendu. Aujourd'hui, à l'université, par exemple, on a transformé tous les cours en enseignement à distance, et en fait, on dégrade considérablement l'activité d'enseigner. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'à force de demander aux services publics de réduire leurs coûts ou d'être optimal, eh bien, on finisse par engendrer des services publics qui n'ont de nom que le nom service public et qui ne sont pas du tout des services adaptés au public. Donc, il faut aussi repenser l'organisation des services publics parce que ça me semble être extrêmement important. Merci David. Éric Touzeau pour un mot de conclusion. Je pense que si le gouvernement veut que tout le monde retourne au travail rapidement, ça prouve au moins une chose, c'est que seul le travail humain produit des richesses. C'est quand même important à rappeler. Avec une difficulté, c'est que d'autres l'ont dit avant moi, que ces richesses sont mal réparties et c'est ça le vrai problème. Alors les dettes, oui bien évidemment, cette somme-là ne seront jamais remboursées, mais attention, il y a quand même de l'argent, y compris dans notre pays. Il y a des gens qui ne payent pas l'impôt à la hauteur de ce qu'ils perçoivent comme revenu. L'ISF, il faut le rétablir, des tranches supplémentaires de l'impôt, un impôt plus progressif, une véritable lutte contre l'évasion fiscale. Enfin, tout ça ramènerait quand même de l'argent. Deuxième chose, c'est important, Isabelle l'a dit, il y a eu beaucoup de gestes de solidarité, de mobilisation
au cours de cette crise. Mobilisation citoyenne, mobilisation associative, mobilisation syndicale. Et c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer pour modifier, pour avoir un rapport de force face au MEDEF, face au gouvernement, qui, eux, veulent faire comme avant, ils veulent nous faire payer la crise. Parce que si on refait comme après 2008, c'est-à-dire des politiques d'austérité, la reprise ne sera pas au rendez-vous. Ça étouffera la reprise et le chômage se développera. Donc voilà un petit peu, mais je crois que nous partageons l'essentiel de ces analyses. Et puisque c'est ma conclusion, je réitère mon appel au rassemblement. Il faut absolument que nous construisions cette convergence sociale et écologique que le pays attend. Tous ces gens qui se sont mobilisés, qui ont été fournir des repas, qui ont confectionné des masques, etc. Tous ces gens-là, ils ont besoin de réponses de la gauche et des écologistes. Alors, je crois qu'il est temps de se rassembler et d'en finir avec la dispersion actuelle. Isabelle Amalio-Théris, pour un mot de conclusion. Oui, sur le fait que, en conclusion, le déconfinement, je vous ai perdu, pardon, sur le fait que le déconfinement nous amène à reconsidérer notre rapport à la société, à la solidarité, et que c'est un des fondamentaux sur lesquels il faut qu'on capitalise pour les années à venir. Et ça nous donne de la force, effectivement, dans les rapports de force qui vont s'enclencher pour que soit renégocié un certain nombre de choses, pour revenir à la raison aussi sur ce que c'est que, je reviens sur le sujet, sur l'utilité sociale, quelle rémunération on y attribue, quelle redistribution des richesses on fonde dessus, et sur l'autre plan, quel service public, quelle société on veut demain, quelles règles de financement on y adosse, sur quel service, quelle priorité, et je mets l'écologie en premier lieu dedans, on flèche les investissements, l'avenir de nos enfants, et avec quelle modalité de financement. Et sur cela, j'invite à éclater les cadres tels qu'ils existent aujourd'hui pour réimaginer des modalités de bâtir tous ensemble les moyens d'assurer une planète sûre, un avenir socialement responsable pour nos enfants et nos enfants, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Y aller avec enthousiasme et profiter de tout ce que nous dit cette crise, tout ce qu'elle nous apporte, pour réfléchir de manière extrêmement profonde, parce qu'on a été collectivement feignants sur la crise de 2008, pour réfléchir aux conditions d'une soutenabilité globale. Merci Isabelle. Luc Carvounas, c'est à vous. Je vous surprends un peu tous, hein, pardon. Je reprends mon micro. Bon, au regard de tout ce qui a été dit, je crois que quand on va être dans cette phase de déconfinement progressif, il faut qu'on porte le fer politiquement sur plusieurs sujets. Ça a été rappelé, à la fois l'abandon de la réforme sur l'assurance chômage. Il faut aussi se battre sur l'abandon de la réforme des retraites. Il faut évidemment qu'on fasse bloc par rapport à toutes ces annonces baroques sur le temps de travail et RTT. Et aussi, il va falloir qu'on se batte, parce que c'est très bien d'être à 20h à nos fenêtres pour applaudir tous ceux qui font tourner le pays face à nos 25 000 et quelques morts, mais il va falloir se battre sur la question du pouvoir d'achat et donc de la revalorisation des salaires. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel la gauche devra apporter des propositions fortes. Après, moi, ce que je ressens, c'est que là où dans nos territoires, il y avait déjà dans l'ADN la solidarité, elle s'est évidemment encore plus accrue. Et là où il y avait des inégalités territoriales, je lisais récemment l'interview de mon ami Olivier Klein, le maire de Clichy, évidemment, elles se sont exacerbées. Et c'est là que l'État doit apporter un appui majeur auprès des territoires pour qu'il y ait l'égalité sociale et territoriale entre chacune et chacun. Ça revient sur le débat sur les services publics qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais pour ça, il faut que la gauche puisse faire comme ce soir, débattre. Moi, de tous les intervenants que j'ai entendus, que je connais très bien, je me rends compte qu'on peut avoir une matrice commune, on peut avoir des convergences sur la question des salaires, on peut avoir des convergences sur beaucoup d'autres sujets. Il faut juste se mettre un peu au travail, parce qu'au sortir de la crise écologique, on est dans la crise écologique, de la crise sanitaire qui va durer et de la crise sociale dans laquelle on va entrer, l'accumulation de toutes ces crises demande de la part de nos compatriotes des réponses d'une gauche qui donne un peu d'espérance, surtout pour un monde qui ne soit pas celui qu'on nous construit depuis 2017 et le détricotage du modèle social. Merci Luc Carvounas. Soraya Mechtou, à vous.
Merci beaucoup. Peut-être effectivement terminer sur deux choses. On va devoir mener la bataille en deux pans. Effectivement, on va devoir résister pour pas que ce soit notre camp social qui paye cette crise, résister pour qu'on nous demande pas, qu'on sape pas nos droits de travailleurs et de citoyens et qu'on rentre pas dans une société de l'hypersécurité. Et en même temps, il va falloir construire. Il va falloir aussi défendre nos modèles vertueux, nos fleurons de l'utilité sociale. Moi, je pense, voilà, pour quand même la première fois depuis des années, on a des gros fleurons qui sont Emmaüs ou le Secours populaire qui sont en danger, qui sont des structures qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Et puis voilà, il faut aller vers l'avant. Et l'avant et le monde d'après, c'est aussi en termes d'économie la démocratisation économique, c'est-à-dire de se poser la question de qui détient l'outil de production. Est-ce que ça doit être l'actionnaire? Est-ce que ça doit être le travailleur? Est-ce qu'à un moment, on ne doit pas changer totalement de rapport à l'outil de production et à la consommation? Donc, du coup, ça veut dire aussi se poser les questions de qui gère les biens communs, de qu'est-ce que c'est que la démocratie tant en entreprise que dans l'activité économique en général. Donc, pour ça, ces citoyens, salariés, mettre plus de salariés, parce que ça ne sert à rien de faire des critères de développement durable qui sont mis en place par les banques si à un moment on ne permet pas aux citoyens et aux salariés d'influer dans les entreprises sur les orientations sociales et environnementales. Puis, donc miser sur une alternative économique qui n'est pas le capitalisme, qui est celle dont on a un peu loupé le coche au 19e siècle et qui est l'économie sociale et solidaire qui repose les bonnes questions d'utilité sociale, environnementale et de démocratie en entreprise. Et puis la deuxième chose, c'est s'appuyer sur un nouveau modèle de sécurité sociale, miser sur la protection sociale. On l'a vu, cette crise, elle exacerbe les inégalités, elle montre nos défaillances. Et par exemple, on se rend compte que nous, on défend un revenu universel à génération, un revenu universel d'existence qui soit inconditionnel. Mais il y a un critère d'urgence, je pense, aujourd'hui, c'est typiquement pour nos 18-25 ans qui se retrouvent aujourd'hui sans même possibilité de pouvoir se salarier, qui est une tranche d'âge qui est un peu à nu en termes de revenus. Et donc, un revenu universel d'existence pour les 18-26 ans de manière urgente, ce serait une chose à mettre en place, et puis un revenu de revenu universel d'existence de manière globale pour du long terme, puisqu'on a bien vu que finalement l'argent existait, que les masses financières, on arrive à les débloquer, et donc il faut mettre en sécurité sociale tous ces gens qui pâtissent, qui sont les travailleurs ubérisés parce que les employeurs ne peuvent pas les reconnaître, les auto-entrepreneurs, et puis aussi les femmes qui sont des grandes victimes de cette crise. Merci beaucoup. Merci Soraya. Frédéric Bocara du Parti communiste, c'est à vous. Activez votre son. Voilà. Merci. Je pense que la grande question, effectivement, c'est, comme je l'ai dit au début, résistance et construction. Et on a besoin de repartir, je n'aime pas le mot relance parce qu'on relance un même moteur, expansion des services publics et profonde des gens, de toutes les sécurités, emploi, formation, chose que faire payer les travailleurs. Moi, je pense que ce n'est pas seulement un juste dans la crise. Ça va enfoncer dans la crise. Donc, il faut le rôle des services publics. Les services publics comme une compensation à côté. Les services publics, ils peuvent piloter l'ensemble. On a parlé de la santé, mais les services publics, ils ont une vision à la fois prévention, déserts médicaux, mais ils doivent piloter aussi l'industrie qui est liée à la santé, dont on a vu l'importance, ou la recherche. Et on pourrait prendre tous les écologies, les services publics sont fondamentaux, y compris dans la relation aux entreprises. Troisièmement, il y a les licenciements et la récession. On a vu dans la crise le rôle des travailleurs et le rôle du travail, et aujourd'hui, à la sortie de la crise, on risque d'avoir des licenciements décuplés, un chômage qui va exploser. Il a une accélération historique et ça peut être une déferlante terrible en août ou à l'automne. Il faut tout de suite sécuriser les revenus. Et donc, bien sûr, aux 18-25 ans, maintien des revenus des travailleurs. Tout ça, c'est des avances, des avaloirs sur la production. On peut les appeler une dette, c'est une dette, mais c'est un avaloir sur la production. On va produire, on verra après. Mais il faut derrière, pas seulement enfermer dans le revenu, mais préparer les conditions d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité.
TD Quart-Monde insiste très fort là-dessus. Il faut pas seulement un revenu, mais demain un travail. Et donc, la question de la formation, la question de la réflexion sur une nouvelle production est fondamentale. C'est coût du travail, coût du capital, la bataille. Et donc, ce n'est pas seulement une bataille de répartition. Et on doit poursuivre le débat à gauche dans l'action, dans les initiatives communes, mais ce n'est pas seulement un problème de répartition. Genre, on produit et à la production, on répartit. Non, c'est de l'utilisation de l'argent où on la met pour produire. Donc, ce n'est pas la répartition seulement. C'est pas seulement l'investissement, mais l'emploi, la formation qui deviennent quelque chose de nodal, la recherche. Et donc, les critères de l'utilisation de l'argent doivent être une question politique majeure. Immédiate de ce qui se fait dans les territoires, posant politiquement, les critères et les moyens à l'appui des travailleurs, y compris les moyens bancaires, avec un pôle public bancaire. Et la Banque centrale européenne, il ne faut pas en avoir peur et en faire un tabou. C'est l'argent de tous qu'elle crée et qu'elle utilise avec l'euro. On ne propose pas on propose qu'on fasse un fonds européen, on fasse un fonds européen représentant des travailleurs, des représentants des parlements nationaux et aussi du Parlement européen, et que ce fonds européen reçoive l'argent créé par la BCE et qu'il le donne aux États si ça développe les services publics. Et donc un suivi démocratique. Donc ça, c'est fondamental. Et on a donc besoin de débat parce que je vois bien l'utilisation de l'argent, de la question des entreprises aux banques, à la répartition, à la fiscalité, aux aménagements, aux compensations. On doit revenir pilotage par les services publics. L'emploi, c'est fondamental, pas seulement l'investissement. C'est le cœur de l'affaire, le cœur de la nouvelle efficacité. Et donc, la double question pour conclure, agit sur les entreprises et les banques. Ce n'est pas seulement l'État à côté, puis les entreprises et les banques. Comment il agit sur les entreprises et les banques? Quels critères et quels moyens financiers on donne aux gens pour pouvoir agir autrement? Ça, c'est Et le deuxième, je crois qu'on doit rentrer dans une sorte d'union populaire agissante, parce qu'on a donné les unions de sommet, qui débouchent d'ailleurs sur finalement des politiques de baisse des cotisations sociales quand la gauche est au pouvoir. Donc il faut tout de suite une union populaire agissante qui, dans les territoires, se préoccupe de ce qui se fait maintenant. Plusieurs l'ont dit. Ils sont en train de construire leur monde actuellement. Qu'est-ce qu'on fait? À mon avis, c'est ça la question essentielle. Nous appelons au Parti communiste à construire des comités de mobilisation et d'action, que ce soit sur les services publics, sur l'argent pour les TPE, PME, sur la mobilisation de l'industrie. Tout ça, c'est des questions majeures, ou même au niveau européen. Je vous remercie. On aura un débat en tout cas, et merci pour cette initiative. Merci beaucoup, Frédéric Bocara. Désolé, il y a eu des petites coupes dues à la connexion Internet. Adrien Quatennens, c'est à vous, et on finira par Marie-Noëlle. Merci. Bon, d'abord, on voit bien, c'est un moment d'ébullition politique. C'est pas rien pour nous d'entendre Emmanuel Macron parler de planification et de jours heureux. On n'est pas habitué. Mais on voit bien que dans cette période, ceux qui portent des responsabilités lourdes sur ce qui s'est passé vont tenter l'amnistie en quelque sorte. Donc il ne faut pas l'oublier. Et puis après, il y aura ceux qui diront en gros qu'il faut tout réinventer comme si on partait d'une page blanche et que rien n'avait été fait. Alors, pour ce qui nous concerne, à la France Insoumise, nous avons fait le choix, dans le creux de cette crise, de remettre sur la table un programme politique, non pas pour tirer la couverture à soi ou imaginer que nous avions raison en tout et pour tout et surtout, mais parce que quand on établit un programme politique complet, comme nous l'avons fait en 2017 avec l'Avenir en commun, qui a recueilli 7 millions de voix, ce n'est pas juste un outil marketing ou de communication sur le moment, c'est un programme qui, sans doute, est adapté à la situation que nous vivons, et puis à certains égards également, qui peut être prémonitoire, notamment sur la situation de la crise écologique et de la planification écologique. C'est un outil que nous mettons à disposition pour le débat, pour la discussion. Il doit être débattu, il doit être discuté, mais gardons-nous à la fois d'oublier les responsabilités politiques et de considérer que, y compris dans notre grande famille politique, dans notre camp au sens large, nous n'aurions pas déjà dans la besace quelques outils déjà bien aiguisés pour pouvoir répondre à la situation que nous connaissons. Voilà, je crois que nous avons 1000 défis à relever, mais je suis sûr que ce pays a toutes les capacités pour le faire, à la condition effectivement que l'on y parvienne, et le plus tôt sera le mieux. Merci d'avoir organisé ce débat en tout cas, et bon courage à tous. Merci Adrien, et on va finir par Marie-Noëlle. Moi aussi très intéressée par ce débat. Comme je le pense depuis longtemps, il y a beaucoup de convergences possibles entre les forces que nous représentons aujourd'hui ici et d'autres qui pourraient s'adjoindre. Néanmoins, dans la période, il faut être très attentif à ce que notre pays ne sortira de sa crise qu'avec la confiance de son peuple
en lui-même et dans le pays. Et donc, tout ce que nous devons proposer, dont une large part était déjà, on y réfléchissait depuis longtemps à la crise de ce modèle de développement. Il faut choisir dans tout cela ce qui procède du grand soutien populaire devant lequel on doit pouvoir prendre appui pour ne rien lâcher face aux déclarations du gouvernement. Moi, je vois, j'ai parlé de l'hôpital, de la santé, je vois pour l'instant au moins 2 grands points d'appui, voire 3, qui sont premièrement retrouver de la souveraineté économique, relocaliser les activités, réindustrialiser le pays, non pas pour faire du productivisme à tout va, mais pour répondre aux grands besoins et en préservant l'écologie, voire même en utilisant ça comme un accélérateur de la transition écologique. Le deuxième grand sujet que je vois, c'est les Français conscients qu'il y a une hiérarchie des valeurs entre ceux qui travaillent, qui sont, comme on disait, au front, et toute une série d'autres, soit qui vivent de la rente, soit qui travaillent dans des secteurs beaucoup moins difficiles et souvent bien rémunérés. Donc, il y a le problème de la rémunération du travail, des salaires. Moi, ce que je propose, c'est qu'on exige très vite une conférence sociale tripartite État partenaires sociaux pour revaloriser tous ces salaires, tous ces grilles salariales et ces métiers qu'on a découverts comme étant essentiels à la survie du pays, que ce soit dans la fonction publique, dans le privé, dans différents secteurs. Dans le même domaine, il y a tous ces métiers qu'on a vus essentiels, importants, et qui ne sont pas garantis par le salariat. Il faut accélérer l'obligation de salariser toute une série de gens, comme les salariés des plateformes, etc. Et sans doute inventer des méthodes de protection sociale qui garantissent mieux un certain nombre d'indépendants et d'artisans. Donc la revalorisation du travail, et la revalorisation non pas comme le fait Sarkozy pour nous dire le travail doit être moins cher, vous ne travaillez pas assez, il faut le revaloriser. Non, revaloriser les travailleurs. Le troisième point d'appui, c'est effectivement cette question de l'emploi ou des revenus. Moi, je suis favorable à ce que le RSA soit élargi aux jeunes et je suis même favorable à ce qu'on le revalorise. En revanche, je pense que la grande bataille, c'est de dire qu'il faut créer des emplois dans ce pays. Il y a des emplois indispensables et nécessaires. Dans les services publics, on a vu hôpital, école, etc. Il faut exiger ces créations d'emplois parce que si on le fait on a perdu Marie-Noëlle qui nous parlait de faire cette relance qu'on veut par la création d'emplois. Et donc, il y a aussi tous ceux qui pourraient naître dans les territoires. J'ai beaucoup de collègues qui ont, élus locaux, qui ont des besoins, pas forcément pour leur mairie, mais pour des initiatives locales, des plateformes de circuits courts. Il y a des tas de besoins dans l'économie sociale, même dans l'économie réelle. Il y a des tas de gens qui voudraient créer leur entreprise, qu'on n'aide pas suffisamment, notamment sur les territoires ruraux, en politique de la ville ou ailleurs. Donc moi, je crois que la grande bataille, c'est de faire de la question de l'emploi mettant les grands besoins de notre société et des relocalisations. Alors, je termine sur la relocalisation sur des points précis. Les médicaments. Si on attend que ça, d'abord, il faut accepter de renationaliser des secteurs clés. Si General Electric veut se barrer, comme on l'entend dire, il semblerait même qu'ils vont ramener des machines-outils aux États-Unis et que par ailleurs, ils vont délocaliser entre interdiction, nationalisation de ces secteurs, c'est parce que c'est du transport, c'est de l'énergie, c'est clé. Quand on a dans les médicaments, si Sanofi ne veut pas rapatrier, eh bien on fait comme les Américains, pour le coup, qui ont fait un truc, les hôpitaux américains, dans 3 États, ils se sont regroupés, ils ont dit maintenant on crée nous-mêmes notre entreprise de médicaments dans toute une série de secteurs où on sait qu'on peut les produire. Bon, par exemple, donc il y a toute une série de champs où l'offensive pour relocaliser l'activité doit être une priorité absolue. Et donc, pourquoi je dis cela? Parce que ces points-là sont très largement partagés par les Français. Et que le pipeau d'Emmanuel Macron, on va relocaliser, repenser notre développement. Alors, c'est vrai aussi en matière énergétique, pour développer les véhicules électriques. C'est vrai en matière de rail, le ferroroutage et tout ça. Il y a besoin de grands plans d'investissement. Si on n'a pas cette offensive en prenant appui sur l'attente de notre peuple pour montrer qu'un autre développement économique est possible,
tous nos débats sur la dette, on dépense trop, etc. Qui peut dire aujourd'hui aux Français, on dépense trop parce qu'on a besoin de gens pour l'école? Qui peut dire, on dépense trop parce que dans les hôpitaux, ça ne marche pas? Qui peut dire, on a besoin d'aide d'État, on n'en a rien à cirer de la Commission européenne pour renationaliser ou pour réactiver des activités économiques dans le pays? Donc voilà, moi je pense qu'il y a autour de ce triptyque relocalisation, planification, investissement d'avenir, création d'emplois et là-dessus je suis d'accord avec Bocara, sur l'idée qu'il n'y a pas que de la redistribution, c'est la manière dont on produit qui compte, mais il y a aussi cette grande réforme fiscale. Et je donne un petit exemple. Tout petit alors. Hein. Je termine là-dessus. Si on taxait toutes les transactions immobilières, parce qu'il y en a encore, mais il va y en avoir de nouveau, il y en a, où le prix du mètre carré est supérieur à 8 000 ou 9 000 euros du mètre carré, croyez-moi, surtout si cette taxation est progressive, voire très fortement dissuasive au-dessus d'un certain nombre, vous avez de l'argent pour revaloriser les APL. Et par ailleurs, je suggère un moratoire, non pas sur le paiement des loyers, mais sur toute hausse de loyer pour les entreprises comme pour les citoyens. Ok, merci beaucoup Marie-Noëlle. Voilà, c'est la fin de notre débat. Je vous remercie tous d'y avoir participé. C'était très, très instructif. J'espère que nos téléspectateurs ont apprécié. Nous, je vous donne rendez-vous pour la 4e table ronde de ce Déconfinons le débat qui sera animée par Marion Beauvalet du Vent se lève avec comme grand témoin Thomas Brantôme qui est historien et qui concernera la crise démocratique. Y participeront Bastien Faudot, Mathilde Panot, Claude Touchefeu, Stéphane Saint-André, Evelyne Ternant, Claire Monod, Julien Drey. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine sur les Jours heureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Sur nos ondes.